tu es un vrai romancier. Il y a beaucoup de gens qui écrivent des romans qui ne sont pas des vrais romanciers. Tu es un vrai romancier. Et tu es un vrai poète. Et tu es un vrai peintre. Alors, c'est vrai. Alors, je voudrais savoir, dans quel état d'esprit, un roman, c'est pas un poème. Est-ce que le poème est un état d'esprit, ou un état de la langue, ou une pulsion, ou une inspiration, ou une sorte d'envoûtement? Et puis le roman, ça serait une œuvre... je voudrais savoir dans quel état d'esprit tu es quand tu écris un poème, et voir un recueil de poèmes. C'est-à-dire quand tu prends un thème et que ce thème, tu le développes dans un recueil de poèmes, et comment tu écris quand tu es dans un roman. D'abord, la poésie, ça s'impose. C'est-à-dire que je peux rester un an ou deux sans écrire un seul vers. Et puis, il se passe quelque chose, un événement, une rencontre, un contact, un échange, et puis j'ai envie d'exprimer. Et là, c'est un travail très minutieux, presque un travail de mathématicien. Parce qu'il faut trouver le mot juste. Parce qu'en mathématiques, si vous changez une virgule, toute la formule devient fausse. Donc c'est un travail de mathématicien. Je ne me considère pas poète. Chez Newton, il y a trois états qu'on ne peut pas s'attribuer: être saint, être poète. On ne peut pas se dire je suis poète. La poésie, ce sont... Mais tu es quand même publié dans Poésie d'Elma. Oui, mais bien sûr que j'ai prétention à être poète, mais moi la poésie, c'est lorsque les autres me lisent et disent ça c'est la poésie. Et je dis merci. Mais je suis toujours en train de faire un effort. Un roman, c'est une autre pratique, tu sais très bien. Un roman est réfléchi, est pensé, est préparé, est structuré. J'y pense. Mais moi, contrairement à certains écrivains, quand je commence, je ne suis pas sûr où je vais. Un jour, j'ai rendu visite à Hervé Bazin. Il m'a montré ses plans. Il y avait des plans, on dirait des plans d'une attaque stratégique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait un grand tableau avec des casés, des cales, la drame, la vie. Il écrivait bien, mais il avait des plans. Moi, je ne pouvais pas faire ça. Moi, j'aime le jazz. J'aime beaucoup le jazz. Pourquoi? Parce que le jazz, il y a le thème qui est donné au départ, et après, chaque instrument va improviser sur le thème. Et c'est ce que je fais un peu. J'improvise et je vais de l'avant et j'essaie de mener à bien mon histoire, tout en étant cohérent. Parce que Jean Genet m'avait dit une chose que je n'oublierai jamais. Il m'a dit, quand tu écris, c'est comme si un lecteur t'a donné sa main. Il te prend la main, tu prends la sienne. Si tu l'emmerdes, il va lâcher ta main. S'il lâche ta main, t'es foutu. Alors je fais attention, autrement dit, je pense à ceux qui peuvent me dire. Ça c'est très important. Parfois quand comme toi, Paul, nous lisons beaucoup pour le Goncourt, on lit énormément, et des fois on se dit, celui-là, lui a lâché là-bas il y a longtemps, il ne s'est pas rendu compte. Mais parce que l'écriture, c'est un travail extrêmement sérieux, profond. On ne peut pas. Enfin, je ne vais pas donner une leçon d'écriture, mais moi... Il y a tellement de hasard aussi. Il y a le hasard. Il y a le hasard. Il faut le saisir. Mais il faut travailler. Travailler, c'est-à-dire revenir sur le texte et revenir et revenir. Et ça, c'est un état d'esprit très différent de la poésie. Et puis, j'aime bien... Pourquoi j'ai pas de plan? Parce que le matin, quand je me mets à ma table, je suis heureux parce que je ne sais pas ce que je vais faire. Si je savais ce que j'allais faire, je m'ennuierais un petit peu. Alors je prends mon café et dis, ah, qu'est-ce qu'on va faire? Que va devenir Vian? Alors Vian, c'est un personnage que j'aime. Raconte l'histoire, raconte l'histoire de ce voyage, de tes héros qui vont faire. Raconte cette histoire. C'est une histoire vraie. J'écrivais il y a longtemps, il y a 40 ans, j'étais en train d'écrire un livre qui s'appelle La prière de l'absent, qui est un peu un voyage
initiatique du nord du Maroc au sud. Un bébé est trouvé dans un cimetière, récupéré par une dame, une ancienne prostituée, et puis un saint, une espèce de maboule, de fou. Et il l'emmène en pèlerinage à Tiznit, sur le tombeau d'un marabout. Alors il voyage, il part de Fès, Meknès, Rabat, Casa, Marrakech, etc. Ils arrivent à Marrakech, et là j'ai un blocage. Je ne sais plus où les emmener. Alors, j'étais avec des amis, et ils me disent, viens à Essaouira, il fait très frais, il fait bon. Marrakech, c'est 40 degrés. Et je vais effectivement dans un petit hôtel à Essaouira, je prends un peu de bon temps et j'oublie le roman. Puis je fais un rêve. C'est extraordinaire. Et là, je vois pour la première fois mes 3 personnages avec le bébé, plage Jamal Fna, vide, désert, avec un soleil de plomb terrible. Et puis, moi j'arrive et ils me tirent comme ça par la main, ils me disent, tu sors de là, sinon on te lâche. Et tu n'auras plus de roman. Voilà, c'est simple d'écrire en fait. Voilà. Il suffit que les personnages. Et le lendemain, je me suis dit, il faut que je sorte de là. J'ai inventé des villages après Marrakech. J'aurais pu les amener dans les villages qu'on connaissait, mais j'étais tellement angoissé. J'ai inventé une série de villages. La suite de l'histoire est le plus marrant. Vous savez, les Japonais, quand ils traduisent, ils ont la carte du Maroc. Souvent, ils m'appellent. À l'époque, il n'y avait pas de mail, il n'y avait pas de téléphone. Ils m'envoyaient une lettre pour dire, vous avez situé le marabout à tel endroit, c'est pas le président, c'est pas comme ça. Et donc, ils traduisent et là, je reçois une longue lettre. Monsieur, à partir de Marrakech, tous les villages n'existent pas sur la carte du Maroc. Vous êtes un imposteur. Mais vous faites le lien avec ma question suivante sur l'art de compter. Et c'est une question qui vous rassemble tous les deux, parce que dans le Quarto Mésafrique de Paul Constant, Paul, vous dites que souvent le roman se transforme en conte. Hein. Et justement, quelle est cette démarche presque invisible? C'est-à-dire que, est-ce qu'on tient par la main un lecteur? Est-ce qu'on le prend par l'épaule? Est-ce que vous deux, comment vous fonctionnez sur ce principe-là? Notamment Paul, comment avez-vous observé que vos romans se transforment en contes? Moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, le réel, on l'a dans le journal tous les jours. Bon. On raconte. D'abord, écrire, c'est raconter. Je me rappelle, quand j'étais une jeune romancière, je vois Antoine Gallimard qui est là, il peut témoigner que j'ai été une jeune romancière. J'étais jeune romancière, j'étais très embêtée parce qu'on était un groupe d'écrivains et tout le monde disait ce qu'ils faisaient était très intellectuel. Et moi, je disais, oh ben moi, je veux raconter une histoire. Et raconter, c'était comment regarder avec des gros yeux, comment elle ose. Et je pense que le conte, c'est au moment où on va chercher le lecteur, on va dire au lecteur, le plus universel et le plus profond et le mystère le plus caché de son âme. Et c'est à ce moment-là, peut-être, qu'on s'adresse le plus directement au lecteur. Je crois que c'est ça. Je suis d'accord avec toi sur le problème du réel. Le réel est très complexe, très difficile, pas perceptible, absolument difficile à cerner. Et il n'y a pas de réalisme possible. Alors, ce qui fait que le meilleur moyen peut-être de témoigner de l'époque, c'est de la transcender dans une fiction qui peut paraître invraisemblable, qui peut paraître exagérée. Mais c'est le meilleur moyen de dire les choses. On ne dit pas les choses directement comme ça, de but en blanc. On fait un détour. Et toute la grande littérature, c'est un détour. On n'importe quel grand roman, L'étranger de Camus, c'est un grand roman. Pour moi, il y a un détour. C'est pas, voilà ce que je pense. Il faut faire un détour par une histoire absurde, avec un soleil qui brille sur un couteau, mais c'est quelque chose qui va nous dire beaucoup de choses sur la condition humaine,
sur l'auteur, sur la situation politique de l'époque. Mais si on commence à directement faire soi-disant le réalisme, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Et on a maintenant ce problème avec aussi le cinéma, surtout le cinéma aujourd'hui, où on essaie d'être un petit peu proche du langage parlé des gens. Or, moi, ce que j'aime dans le cinéma, c'est les dialogues travaillés. De Henri Chanson, de Michel Audiard, des gens de Jean-Louis Dabadi, sont des gens qui ont travaillé les dialogues. Or, si je vais dans n'importe quel bistrot et je tombe l'oreille, c'est pas intéressant. Or, c'est ça, la création est une trahison du réel tel qu'il apparaît. Il faut le dépasser. Et c'est pour ça que moi, j'aime le thème de conteur. Je compte parce qu'à partir du moment où c'est conteur, on n'est pas dans la réalité. On demande au lecteur, attention, je te raconte l'histoire, elle n'est pas arrivée à ton voisin. Peut-être qu'elle arrivera un jour à quelqu'un. Mais mon histoire que je te raconte, je l'ai inventée. Et ce qui est intéressant, c'est que toi aussi, en l'écoutant, tu me suis, tu me fais confiance et tu pars avec moi. Et c'est un voyage à deux. Et quand on lit un bouquin, eh bien, quand on lit, moi, enfin, quand je lis, j'ai envie d'être émerveillé, j'ai envie de voyager, j'ai envie d'être attristé, si le personnage m'émeut, j'ai envie de vivre avec le personnage. Or, la littérature d'aujourd'hui, parfois, elle est un peu encombrée de sociologie et de journalisme. Or, il faut un peu... Il y a des romans, enfin, il y a des textes de journalistes qui peuvent être intéressants, mais le roman réel, regardez Michel Tournier par exemple, il a fait une œuvre magnifique. Pourquoi? Parce qu'il a toujours été au-delà de la réalité. Et au-delà de cette quotidiennité qui n'est pas bonne pour l'écrivain. L'écrivain doit affronter des situations difficiles, des situations qui le dépassent. Il ne faut pas chercher la facilité, au contraire, il faut chercher ce qui est plus complexe, parce que la réalité n'est pas si simple que ça. Il y a aussi quelque chose qui est prégnant, c'est cette impossibilité de parler d'amour, notamment dans le couple entre Malika et Mourad. À un moment donné, Malika, qui a un rôle très très dur dans le roman, elle dit « J'aime mon mari, mais je ne sais plus le lui dire ni le lui montrer ». Est-ce que ça fait partie de l'histoire qui explique aussi toute la toxicité des relations et qui va comme une sorte de déflagration au sein de la famille? Oh, ça c'est très fréquent dans la société maghrébine. Hein, on ne parle pas de ces choses-là. On ne parle pas. Moi, je n'ai jamais vu mon père embrasser ma mère ou l'enlacer ou un geste de tendresse. Il s'aimait, forcément, il s'aimait. Il n'y avait pas de haine. Mais ma grande sœur, qui est décédée il n'y a pas longtemps, a vécu toute sa vie avec le même homme. Il s'aimait d'une façon extraordinaire, mais il n'avait pas besoin de le dire. Il n'utilisait pas des mots. Je le sais. Mais il y avait une espèce de fusion, de complicité qui était c'était de l'amour, mais il n'était pas mis dans les mots. La haine se met dans les mots facilement, mais pas l'amour. Et la société, il y a aussi cette espèce de gêne. Il y a des pudeurs de gêne, mais c'est assez beau en même temps. Sur le Viad. D'abord, il faut dire ce que c'est que Viad. Alors, ouais. Viad, c'est la vie est impossible sans amour et dignité. Ouais. Il a choisi ce prénom. Enfin, il a inventé son prénom en arrivant au Maroc. Il s'appelle de son prénom Diallo. Et c'est un intellectuel. Il a toujours un livre avec lui, le livre des jours. Oui, de Parsi. C'est un intellectuel parce que moi, quand j'étais en Mauritanie, j'étais choqué par quelque chose de terrible, qui n'est pas assez connu en Europe. Il y a un racisme effrayant, quotidien, des gens plutôt mat contre les Noirs. Les morts, mais un les racisme Noirs. institutionnalisé, c'est-à-dire que le président, le gouvernement, les banques, les commerces, tout le pouvoir est entre les mains des gens qui se disent des morts, MAUR, c'est-à-dire des gens qui seraient des Arabes, mais pas des Africains noirs. En fait, ils sont un peu noirs, mais ça ne se voit pas tellement. Et j'ai vu comment les
les Noirs étaient traités, c'est tous des esclaves en fait, et l'esclavage officiellement a été aboli en Mauritanie en 1974. Mais il continue dans les esprits et dans les faits réels. Même après encore. Hein, Maintenant, oui. Et ça m'a beaucoup choqué. Alors, Viviane est un de ces Noirs américains parce que sa mère est sénégalaise et son père est mauritanien. Et il a fait des études et il n'a pas pu supporter tout en maltraité. Il n'avait aucun espoir de pouvoir travailler normalement selon ses études et ses capacités. Et c'est pour ça qu'il a marché à pied jusqu'au Maroc. Il est arrivé au Maroc, bon, comme beaucoup, il y a milliers d'Africains qui sont arrivés au Maroc. Le roi a eu l'intelligence de régulariser 30 000 clandestins africains qui ont donné une carte de séjour et de travail. Et lui, bon, il traînait dans le cimetière et c'est ainsi qu'il va être engagé par Malika. Et ça, c'est la bonne idée qu'elle a eue parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour les aider dans la vie. Et l'arrivée de Viane va transformer la famille et le roman parce que Viane va être celui qui va apporter le sourire et le bonheur.